On l'appelait inutile à 75 ans. Ses jouets ont fait pleurer des orphelins. Bon retour, et profiter de l'histoire. Personne ne se souvenait plus de son nom. À 75 ans, Sandrine errait en silence dans les allées du supermarché. Les employés l'ignoraient. Les jeunes la bousculaient. Même sa propre nièce avait un jour déclaré lors d'une réunion de famille « Elle est gentille, mais soyons honnêtes, elle ne sert plus à grand-chose maintenant. » Ces mots résonnaient dans l'esprit de Sandrine longtemps après que tout le monde était parti. Elle lavait la vaisselle lentement, une pièce après l'autre, se murmurant à elle-même « Ne plus servir à grand-chose, ne plus servir à grand-chose ». Elle vivait dans un appartement silencieux, rempli d'échos, des photos de personnes qui ne lui rendaient jamais visite, des étagères de livres dont personne ne s'enquérait, et des boîtes de tissus oubliées, de boutons et de poupées cassées qu'elle n'avait jamais eu le cœur de jeter. Il y a des années, elle avait été couturière, le genre de personne pour qui on faisait la queue. Elle raccommodait les vêtements, confectionnait des costumes, fabriquait même des robes de mariée de ses propres mains. Mais avec le temps, la technologie avait remplacé le fil. Ses mains étaient devenues tremblantes, sa vue s'était troublée. Un matin, en passant devant une benne à ordures derrière une école, elle vit quelque chose qui l'arrêta net, un ours en peluche, déchiré gisant dans les déchets. Son œil manquait, sa fourrure était emmêlée, un bras pendait. Sandrine le ramassa délicatement époussetant la saleté de son ventre. « Tu as été aimé autrefois », chuchota-t-elle. Cette nuit-là, elle le nettoya, le recousit et lui donna un nouveau bouton bleu en guise d'œil. Pour la première fois depuis des années, ses mains bougeaient avec détermination. Le lendemain, elle trouva une vieille boîte en carton et commença à réparer tous les jouets oubliés qu'elle ne put trouver, des camions cassés, des poupées sans tête, des puzzles aux coins manquants. Elle les rapiéça, les peignit, les serra contre elle. Quand sa voisine la vit coudre tard dans la nuit, elle fronça les sourcils. « À votre âge? Pourquoi vous donnez cette peine ?» Sandrine se contenta de sourire. « Parce que quelqu'un m'a encore besoin de ses jouets. » « Personne ne veut de vieilles bricoles, Sandrine. Vous devriez vous reposer. » Mais Sandrine ne pouvait pas se reposer. Quelque chose s'était réveillé en elle. Quelque chose longtemps enfoui sous des années d'invisibilité. Une semaine plus tard, elle se rendit à l'orphelinat près de la périphérie de la ville. Ses bras étaient chargés de jouets restaurés, et propres, doux, vibrants. Elle était nerveuse, incertaine qu'on la laisserait même entrer. Le directeur la regarda avec suspicion. « Ce sont des objets faits main. »« Oui, » acquiesça Sandrine, « je les ai réparés moi-même. Nous n'acceptons généralement pas d'objets usagés. Les enfants, ils ont eu assez de choses de seconde main. » Le sourire de Sandrine s'évanouit, mais elle hocha la tête et se tourna pour partir. C'est alors qu'une petite voix se fit entendre depuis le couloir. « Attendez. » Une fillette, pas plus âgée que 5 ans, passa la tête par l'embrasure avec de grands yeux et des cheveux en désordre. Elle pointa du doigt l'ours en peluche que tenait Sandrine. « C'est pour moi ?» Sandrine hésita. Puis elle s'agenouilla, tremblant légèrement, et tendit l'ours. « Il est à toi maintenant. » La fillette courut vers elle, serrant l'ours. Comme un trésor perdu, elle enfouit son visage dans sa douce fourrure et commença à pleurer. Des larmes réelles, silencieuses, douloureuses. Les yeux du directeur se remplirent de larmes. « S'il vous plaît, apportez le reste à l'intérieur. » Cet après-midi-là, des dizaines d'enfants se rassemblèrent dans la salle commune, chacun recevant un jouet. Pas en plastique, pas sorti d'une usine, mais fabriqué avec soin. Avec une histoire, avec des mains qui se souvenaient de l'amour. Certains serraient leurs jouets contre eux, d'autres dansaient, d'autres restaient simplement là, stupéfaits. Un garçon murmura « Personne n'a jamais rien fait spécialement pour moi avant. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. » On continue. À partir de ce jour, Sandrine visita l'orphelinat chaque semaine. Elle apprit aux enfants plus âgés à coudre.
Elle racontait des histoires. Elle écoutait. Un jour, en rentrant de l'orphelinat, elle trouva une enveloppe dans sa boîte aux lettres. À l'intérieur, il y avait une invitation du directeur de l'orphelinat pour un événement spécial le week-end suivant. « Nous aimerions vous présenter à quelques personnes », disait la lettre. Sandrine sentit une vague d'anxiété la submerger. Des gens? Quels gens? Elle n'était pas habituée à attirer l'attention. Pendant des années, elle s'était fondue dans le décor, contente d'être invisible. Maintenant, l'idée de se tenir devant un groupe la terrifiait. Elle appela sa nièce, Martine, la même qu'il avait un jour qualifiée d'inutile. « Je ne sais pas si je devrais y aller », dit-elle d'une voix hésitante. « Bien sûr que... Tu devrais », répondit Martine, sa voix maintenant teintée de fierté. « Ce que tu fais pour ces enfants est incroyable. Je savais que tu avais du talent, mais je n'avais pas réalisé à quel point. » Sandrine resta silencieuse. Comment sa nièce pouvait-elle prétendre avoir toujours cru en elle? Mais ce n'était pas le moment de remuer le passé. Elle avait besoin de courage, pas de rancœur. Le samedi arriva trop vite. Sandrine mit sa plus belle robe, celle qu'elle avait cousue elle-même pour le mariage de sa nièce et qui était restée dans son placard pendant des années. Elle se regarda dans le miroir, une femme âgée, aux cheveux gris et aux mains ridées. Une femme qui, contre toute attente, avait trouvé un nouveau but. Lorsqu'elle arriva à l'orphelinat, elle fut stupéfaite. La salle commune était décorée de guirlandes colorées. Une banderole suspendue disait « Merci, mamie Sandrine ». Et sous la banderole se tenaient non seulement les enfants et le personnel de l'orphelinat, mais aussi des journalistes locaux, le maire de Lyon, et même une équipe de tournage d'une chaîne régionale. Le directeur s'avança et prit la parole. Au micro, nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer une femme extraordinaire qui nous a rappelé que parfois les cadeaux les plus précieux viennent des mains les plus expérimentées. Un journaliste s'approcha de Sandrine, microphone en main. « Madame, pouvez-vous nous dire ce qui vous a poussé à faire ce geste pour les enfants ?» Sandrine balbutia, ses joues rougissant sous la lumière vive des caméras. Je voulais juste que ces jouets ne finissent pas oubliés. Tout comme moi, ils avaient encore quelque chose à offrir. » Ces mots simples touchèrent quelque chose dans la salle. Une vérité que beaucoup avaient oubliée dans une société obsédée. Par le nouveau, le brillant, le jeune, un petit garçon tira sur la manche de Sandrine. « Est-ce que tu peux réparer mon robot? Il ne marche plus depuis longtemps. » Sandrine se pencha vers lui, reconnaissante pour cette distraction de l'attention publique. « Bien sûr, mon petit, montre-le-moi. » Alors qu'elle examinait le jouet cassé, les caméras continuaient de tourner. Mais Sandrine n'était plus consciente d'elle. Elle était entièrement absorbée par sa tâche, ses mains travaillant avec une précision que beaucoup de jeunes artisans auraient enviée. Le lendemain, un article parut dans le journal local avec le titre « Mamie Sandrine, la guérisseuse ». De jouets qui réparent aussi les cœurs à l'orphelinat municipal. Les appels commencèrent à affluer. Des gens de toute la ville voulaient lui apporter des jouets cassés, pas seulement pour les donner, mais pour qu'elle, spécifiquement, les répare. « Ce n'est pas pareil », expliqua une mère au téléphone. « Ma fille ne veut pas un nouveau nounours. Elle veut que celui que sa grand-mère lui a donné soit réparé. Et après avoir vu votre histoire, elle dit que vous êtes la seule qui peut le faire correctement. » En l'espace de quelques semaines, le petit appartement de Sandrine était devenu un atelier bourdonnant d'activités. Des jouets cassés de toutes sortes s'empilaient dans des boîtes étiquetées « à réparer »,« en cours »,« terminé ». Elle avait même dû mettre en place un système de rendez-vous pour gérer toutes les demandes. Mais ce qui la surprit le plus, ce furent les personnes qui commencèrent à venir, pas seulement pour déposer des jouets, mais pour apprendre. « J'aimerais que vous m'appreniez à coudre », demanda une jeune femme un après-midi pluvieux. « À coudre ?» répéta Sandrine, perplexe. « Il y a des cours pour ça, ma chère, des cours bien meilleurs que ce que je pourrais offrir. » La jeune femme secoua la tête. « Non, je veux apprendre de vous. La façon dont vous travaillez, c'est différent. Vous ne raccommodez pas simplement les choses, vous leur redonnez une âme. » Sandrine sentit les larmes lui monter aux yeux.
Pendant des décennies, elle avait cru que ses compétences étaient devenues obsolètes, remplacées par des machines plus rapides et plus précises. Maintenant, cette jeune femme lui disait que sa façon de travailler avait une valeur que la technologie ne pouvait pas répliquer. Bientôt, un petit groupe de femmes, et même quelques hommes, se réunissaient chez Sandrine 2 fois par semaine pour apprendre l'art de la couture traditionnelle. Elle leur montrait comment choisir le bon fil pour chaque tissu, comment faire des points invisibles, comment lire l'histoire d'un vêtement dans ses coutures. « Vous voyez, » expliquait-elle en tenant un vieux pullover, « le tricot nous parle, ces mailles nous racontent l'histoire des mains qui l'ont créé. Notre travail n'est pas seulement de réparer, mais d'écouter cette histoire et de la poursuivre avec respect. » Ses élèves absorbaient chaque mot, prenant des notes, s'exerçant avec une concentration intense qui rappelait à Sandrine ses propres débuts. Parmi ses élèves se trouvait Maggie, une jeune femme de 19 ans qui venait de quitter l'orphelinat. Elle était silencieuse, observatrice, et ses mains portaient déjà les marques d'une vie difficile. Un jour, après que les autres élèves étaient repartis, Maggie resta en arrière. « Sandrine, dit-elle doucement, je voulais vous remercier. »« Ah, me remercier, mais pourquoi, ma petite ? Pour m'avoir montré qu'il est possible de créer quelque chose de beau, même quand on se sent brisé. » Cette nuit-là, allongée dans son lit, Sandrine réfléchit aux paroles de Maggie. N'était-ce pas exactement ce qu'elle avait fait, elle-même, trouver un moyen de créer de la beauté malgré ses propres sentiments d'inutilité? La semaine suivante, Sandrine reçut un appel du directeur de l'orphelinat. « Nous avons un problème, » dit-il. « Le financement pour notre programme artistique a été coupé. Les enfants sont dévastés. L'art était leur exutoire, leur façon d'exprimer ce qu'ils ne peuvent pas dire avec des mots. » Sandrine sentit une idée germer. « Et si je venais plus souvent ? Pas seulement pour les jouets, mais pour enseigner la couture, le tricot, peut-être même faire des marionnettes, pour qu'ils puissent raconter leurs histoires ?» Le silence à l'autre bout de la ligne fut suivi d'un soupir de soulagement. « Vous feriez ça ? » ?»« Bien sûr, » dit Sandrine, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Ces enfants, ils m'ont donné un but quand je pensais ne plus en avoir, c'est à mon tour de leur rendre l'appareil. » C'est ainsi que 3 fois par semaine, Sandrine commença à animer des ateliers à l'orphelinat. Elle apprit aux enfants comment transformer de vieux vêtements en poupées de chiffon, comment coudre des boutons en forme de visage sur des chaussettes pour créer des marionnettes, comment tricoter de simples animaux en laine. Mais plus que des compétences, elle leur enseignait la patience, la persistance et la joie de créer quelque chose de ses propres mains. Chaque point, chaque nœud était une petite victoire, une preuve que même les plus petites actions pouvaient mener à quelque chose de significatif. Les portes de l'orphelinat qu'elle pousse maintenant avec assurance s'ouvrent sur un concert de cris joyeux. « Mamie Sandrine est là !» Des dizaines de petites voix s'élèvent alors que les enfants se précipitent vers elle, certains tenant fièrement les projets qu'ils ont réalisés depuis sa dernière visite. « Regarde ce que j'ai fait !» s'exclame un petit garçon en lui montrant une écharpe inégale, mais indubitablement tricotée avec amour. « C'est magnifique, Thomas !» s'émerveille Sandrine, touchant le tissu rugueux comme s'il s'agissait de la plus fine soie. « Tu vois comme tes points sont devenus réguliers, tu as beaucoup progressé. » Le visage du garçon s'illumine sous le compliment sincère. Pour un enfant qui a rarement connu l'éloge, chaque mot d'encouragement est comme une goutte d'eau dans un désert. Maggie est là aussi, maintenant assistante à l'orphelinat grâce à la recommandation de Sandrine. Elle aide à organiser les plus jeunes enfants, leur montrant comment enfiler une aiguille sans se piquer, comment faire un nœud qui tiendra. « La semaine prochaine, » annonce Sandrine en rassemblant les enfants autour d'elle, « nous allons commencer un projet spécial. Chacun d'entre vous va créer une couverture de confort, une couverture que vous pourrez garder avec vous quand vous avez peur, quand vous êtes triste ou simplement quand vous avez besoin d'un câlin. » À mesure que les enfants se blottissent contre elle pour écouter les détails, Sandrine repense au chemin parcouru. Une quinzaine de semaines plus tôt,
elle était invisible, inutile. Ses mains tremblantes n'étaient qu'un rappel de tout ce qu'elle ne pouvait plus faire. Aujourd'hui, ces mêmes mains sont recherchées, respectées, aimées. Et en regardant autour d'elle, Sandrine réalise la plus grande ironie de toutes. Ce ne sont pas ses enfants qui avaient besoin d'elle. C'est elle qui avait besoin d'eux. Besoin de leur joie sans filtre, de leur capacité à voir au-delà des rides et des tremblements pour découvrir la magie qu'elle pouvait encore créer. Un soir, après l'une de ses sessions à l'orphelinat, Sandrine remarqua qu'un homme se tenait à l'écart, l'observant. Il était grand, aux cheveux grisonnants, et portait un costume élégant qui semblait étrangement déplacé dans l'environnement décontracté de l'orphelinat. Alors qu'elle rangeait ses fournitures, il s'approcha. « Madame Leblanc, dit-il poliment, je suis Thibault Moreau, du département des affaires culturelles de la ville. Puis-je vous parler un moment ?» Intriguée, Sandrine acquiesça. Ils s'assirent dans un coin tranquille de la salle. « J'ai entendu parler de votre travail, ici, » commença-t-il, « et j'ai assisté discrètement à votre atelier aujourd'hui. Ce que vous faites, c'est extraordinaire. » Sandrine haussa les épaules avec modestie. « Je ne fais que ce que je sais faire, ce n'est rien de spécial. » « Au contraire, » insista M. Moreau. Dans un monde de plus en plus numérique, où les compétences manuelles traditionnelles disparaissent, ce que vous faites est non seulement spécial, mais crucial. Il sortit une carte de visite de sa poche. La ville lance une initiative pour préserver les métiers traditionnels. Nous créons un centre culturel où les artisans comme vous pourront enseigner à la communauté. Nous aimerions que vous dirigiez notre programme de textile. Sandrine regarda la carte, puis l'homme, incrédule. « Moi ? Mais je suis juste une vieille couturière à la retraite. Je n'ai pas de diplôme, pas de... » « Vous avez quelque chose de bien plus précieux qu'un diplôme, » l'interrompit-il gentiment. « Vous avez des décennies d'expérience et la capacité de transmettre non seulement des compétences, mais aussi la passion qui les accompagne. J'ai vu comment ces enfants vous regardent. Ils ne voient pas une vieille dame, ils voient une magicienne capable de transformer des chiffons en trésors. » Sandrine sentit une émotion puissante monter en elle, un mélange de fierté, d'incrédulité et, oui, de peur. Diriger un programme, à son âge, c'était absurde, et pourtant, je dois y réfléchir, dit-elle finalement. « Bien sûr, » répondit M. Moreau en se levant. « Prenez votre temps, mais sachez que cette offre vient avec un salaire, un studio entièrement équipé, et la possibilité d'influencer la prochaine génération d'artisans. » Cette nuit-là, Sandrine ne dormit guère. Elle repensa à sa vie, au moment où elle avait été la plus heureuse, penchée sur son ouvrage, créant quelque chose de ses mains, puis plus tard, partageant ce savoir-faire avec d'autres. L'idée d'avoir un studio dédié, des ressources adéquates, et surtout une plateforme pour atteindre plus de gens, c'était tentant. Mais la peur était là aussi, et si elle échouait, et si elle était trop vieille pour relever un tel défi? Le lendemain matin, elle appela Maggie. « J'ai besoin de ton avis, » dit-elle, avant de lui expliquer l'offre. Maggie écouta attentivement, puis posa une question simple. « Est-ce que ça vous fait peur ?»« Terriblement, » admit Sandrine. « Alors vous devriez le faire, » dit Maggie, avec un sourire dans la voix. « Les meilleures choses de... » La vie commence souvent par la peur. « Tu as une vieille âme dans un jeune corps, Maggie, » rit Sandrine. « Et vous avez une jeune âme dans un corps plus expérimenté, » rétorqua Maggie. « C'est pourquoi nous nous entendons si bien. » Cette conversation donna à Sandrine le courage dont elle avait besoin. Elle appela M. Moreau et accepta l'offre à une condition, que les enfants de l'orphelinat puissent bénéficier gratuitement du programme et qu'une partie du budget soit allouée à l'achat de matériel pour eux. « Considérez que c'est fait, » répondit-il sans hésitation. « Avez-vous déjà connu une seconde chance dans la vie? Connaissez-vous quelqu'un qui, comme Sandrine, a découvert un nouveau but à un moment où la société l'avait déjà mise de côté? Partagez votre expérience dans les commentaires. Le centre culturel où Sandrine allait enseigner était un ancien bâtiment industriel transformé en espace communautaire.
De hautes fenêtres laissaient entrer une lumière abondante, idéale, et pour les travaux minutieux. Des établis en bois massif occupaient le centre de l'espace, et le long des murs s'alignaient des étagères remplies de tissus, de fils, de boutons et de toutes sortes de matériaux récupérés. Le jour de l'ouverture du centre, Sandrine arriva tôt, vêtue de sa plus belle robe et portant un sac contenant ses outils personnels. Des ciseaux qui avaient appartenu à sa mère, des aiguilles qu'elle avait utilisées toute sa vie professionnelle, et un dé à coudre si usé qu'il s'était moulé parfaitement à son doigt. Elle disposa ses outils sur l'établi qui serait désormais le sien, touchant chaque objet avec révérence, comme pour leur présenter leur nouveau foyer. Les élèves commencèrent à arriver, des femmes de tous âges, quelques hommes curieux et bien sûr, un groupe d'enfants de l'orphelinat conduit par Maggie. Sandrine remarqua que même la directrice de l'école locale était venue, ainsi que plusieurs journalistes. L'attention médiatique la rendait toujours nerveuse, mais M. Moreau lui avait expliqué l'importance de documenter ce qu'il faisait. « Ce n'est pas seulement pour la publicité, » avait-il dit. « C'est pour l'histoire, pour que ses compétences ne soient pas oubliées. » Alors Sandrine se tenait droite, essayant d'ignorer les caméras et se concentrant sur ce qu'elle faisait le mieux, transmettre sa passion pour le textile. Le premier cours commença par un simple exercice. Sandrine demanda à chacun de choisir un morceau de tissu usé, déchiré ou taché, et de réfléchir à la façon dont il pourrait lui donner une nouvelle vie. « N'essayez pas de cacher les imperfections », instruisit-elle en montrant un vieux gilet troué au coude. « Célébrez-les. Voyez cette déchirure? Nous pouvons la transformer en une caractéristique du design, pas un défaut. » Elle prit une aiguille et du fil coloré, et commença à broder autour du trou, l'incorporant dans un motif floral qui semblait avoir été conçu ainsi depuis le début. Les élèves regardaient, fascinés, puis commencèrent à travailler sur leur propre projet. Sandrine se déplaçait parmi eux, offrant des conseils ici, des encouragements là, parfois prenant brièvement une aiguille pour démontrer une technique particulièrement délicate. À la fin de la journée, chaque participant avait créé quelque chose, peut-être pas parfait, certainement pas conventionnel, mais indéniablement unique. Une jeune femme tenait un t-shirt qu'elle avait transformé en utilisant plusieurs techniques apprises pendant la journée. « Je n'aurais jamais pensé pouvoir faire ça, dit-elle, en regardant son travail avec émerveillement. J'allais jeter ce t-shirt, et maintenant je vais probablement le porter plus que jamais. » Plusieurs personnes hochèrent la tête, en accord, regardant leur propre création avec une nouvelle appréciation. Avant que tout le monde ne parte, Sandrine leur demanda de former un cercle. « Aujourd'hui, vous avez fait plus que réparer des vêtements, » dit-elle doucement. « Vous avez commencé à comprendre que ce qui est usé, déchiré ou imparfait n'est pas nécessairement sans valeur. C'est une leçon que j'ai mise longtemps à apprendre moi-même. » Elle les regarda tour à tour, ses yeux s'attardant sur chaque visage. « Dans ce centre, nous n'allons pas seulement préserver des techniques artisanales. Nous allons préserver une façon de voir le monde, une façon qui valorise la patience sur la rapidité, la durabilité sur la nouveauté et la réparation sur le remplacement. » Les cours devinrent rapidement populaires, avec des listes d'attente qui s'allongeaient de semaine en semaine. Des groupes communautaires commencèrent à contacter Sandrine, demandant si elle pouvait organiser des ateliers spéciaux pour leurs membres. Un groupe qui toucha particulièrement Sandrine était composé de personnes âgées vivant dans une maison de retraite locale. Beaucoup d'entre elles possédaient des compétences similaires aux siennes, mais avaient cessé de les pratiquer, pensant que personne ne s'intéressait plus à ce qu'elles pouvaient offrir. Sandrine organisa un atelier intergénérationnel, réunissant ces personnes âgées avec des enfants de l'orphelinat. L'énergie dans la salle était électrique. Les aînés retrouvaient leur confiance en montrant aux enfants des techniques qu'ils maîtrisaient depuis des décennies, et les enfants apportaient une fraîcheur et un enthousiasme qui ravivaient la passion des plus âgés. À la fin de l'atelier, une femme de 82 ans s'approcha de Sandrine, les yeux brillants. « Vous savez, » dit-elle en serrant les mains de Sandrine dans les siennes, « cela fait 20 ans que je n'avais pas sorti mon matériel de broderie. Je
pensait que ses compétences étaient mortes, comme des reliques d'une autre époque. Mais aujourd'hui, j'ai vu l'émerveillement dans les yeux de cette petite fille quand je lui ai montré comment faire un point de croix. J'ai vu sa fierté quand elle a réussi, et j'ai réalisé que ce que nous savons faire n'est pas obsolète. Ça ne l'a jamais été. Sandrine serra les mains de la femme en retour, comprenant parfaitement ce sentiment. C'est exactement ça, confirma-t-elle. Ce n'est pas simplement à propos de fils et d'aiguilles, c'est à propos de connexion, de continuité, de montrer à la prochaine génération que certaines choses ne peuvent pas être remplacées par des machines ou des écrans. Cette expérience inspira Sandrine à élargir son programme. Elle commença à rechercher activement d'autres artisans âgés dans la communauté, des menuisiers, des potiers, des tisserands, les invitant à venir partager leurs compétences au centre. Bientôt, une petite communauté se forma, préservant et transmettant des traditions qui avaient autrefois été au cœur de la vie quotidienne. Un jour, alors que Sandrine montrait à une élève comment raviver un vieux châle décoloré en utilisant des teintures naturelles, elle remarqua une femme élégante qui l'observait depuis l'entrée du studio. Quand leurs regards se croisèrent, la femme s'approcha. « Madame Leblanc, dit-elle en tendant la main, je suis Victoria Lemoine, conservatrice au musée des arts décoratifs. » Sandrine serra sa main, perplexe. Que faisait une conservatrice de musée dans son humble atelier? J'ai entendu parler de votre travail de préservation des techniques textiles traditionnelles, expliqua Madame Lemoine, et je suis particulièrement intéressée par votre approche de l'incorporation des imperfections dans le design. Elle sortit un dépliant de son sac. Nous préparons une exposition sur l'évolution des techniques de réparation textile à travers les âges, du raccommodage utilitaire à la philosophie japonaise du kintsugi appliquée au textile, où les réparations sont célébrées plutôt que cachées. Nous aimerions présenter votre travail et celui de vos élèves comme exemple contemporain de cette philosophie. Sandrine resta sans voix. Une exposition dans un musée? Son travail, considéré comme de l'art digne d'être exposé? Je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-elle enfin. Dites oui, intervint Maggie qui avait écouté la conversation. C'est une chance incroyable de montrer au monde ce que nous faisons ici. Victoria sourit. Votre assistante a raison. Ce n'est pas seulement une reconnaissance de votre talent, Madame Leblanc. C'est une opportunité de changer la perception du public sur ce qui constitue l'artisanat valorisé dans notre société. Cette nuit-là, dans son petit appartement, Sandrine sortit une boîte qu'elle n'avait pas ouverte depuis des années. Elle contenait ses plus belles créations, des pièces qu'elle avait gardées pour elle-même au fil des décennies, trop personnelles ou expérimentales pour être vendues. Il y avait une tapisserie qu'elle avait créée après la mort de son mari, entrelaçant des fils de sa chemise préférée dans un motif abstrait qui exprimait son chagrin. Une robe de chambre en patchwork faite des restes de tissu de toutes les robes de mariée qu'elle avait confectionnées. Un châle brodé de minuscules scènes de sa vie. Son enfance à la campagne, son apprentissage auprès d'une vieille couturière, son atelier dans sa jeunesse. En touchant ces pièces, Sandrine réalisa qu'elle racontait une histoire. Son histoire. Une histoire qu'elle avait presque oubliée sous le poids des années et de la solitude. Peut-être, pensa-t-elle, était-il temps de partager cette histoire. Les mois suivants furent une période d'activité frénétique. Sandrine et ses élèves préparèrent des pièces pour l'exposition, travaillant avec une énergie collective qui transformait l'atelier en une ruche bourdonnante de créativité. Les enfants de l'orphelinat créèrent une installation collaborative, une grande tapisserie composée de morceaux de tissu personnels, chacun racontant un fragment de leur histoire individuelle, mais ensemble formant un tout cohérent et vibrant. Ils l'appelèrent la courte pointe des possibles. Les personnes âgées de la maison de retraite contribuèrent avec des pièces qui mélangeaient des techniques traditionnelles, avec des expressions contemporaines de leurs expériences de vie. Et Sandrine elle-même créa une nouvelle pièce centrale,
Un manteau long fait entièrement de fragments de vêtements récupérés, chacun réparé d'une manière qui transformait les déchirures et les taches en éléments décoratifs délibérés. Le manteau était lourd de souvenirs et d'histoires, une métaphore vestimentaire de la vie elle-même, imparfaite, rapiécée, mais belle dans sa résilience. Le jour de l'ouverture de l'exposition arriva. Le musée était rempli de visiteurs, des critiques d'art, des journalistes, des étudiants et bien sûr, les familles et amis des artistes exposés. Sandrine se tenait devant son manteau, répondant aux questions des visiteurs curieux. Une critique d'art renommée s'attarda particulièrement longtemps devant la pièce. « Ce que je trouve fascinant, dit-elle à Sandrine, c'est la façon dont vous avez complètement renversé l'idée de ce qui a de la valeur dans notre culture matérielle. Dans une société obsédée par la perfection et la nouveauté, vous nous rappelez la beauté de ce qui a été vécu, utilisé, aimé. » Sandrine sourit, touchée par cette compréhension de son travail. « Je crois que nous sommes tous comme ces tissus, » répondit-elle doucement. « Nous portons les marques de nos expériences. Nous nous effilochons par endroits, mais ce sont ces imperfections qui nous rendent uniques, qui racontent notre histoire. » Plus tard dans la soirée, alors que l'événement touchait à sa fin, Sandrine fut approchée par une femme qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps, sa nièce, Martine. « Tante Sandrine, » dit Martine en l'embrassant, « je suis si fière de toi, je voulais aussi m'excuser. »« T'excuser ?» demanda Sandrine, bien qu'elle sache exactement de quoi parlait sa nièce. « Pour ce que j'ai dit ce jour-là, que tu n'étais plus utile. » Les yeux de Martine se remplirent de larmes. « J'étais tellement prise dans ma propre vie, mes propres problèmes, que je n'ai pas vu ta valeur. » Sandrine prit les mains de sa nièce dans les siennes. « Ce n'est rien, ma chérie. Parfois, nous avons tous besoin d'un rappel que la valeur d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle peut faire pour les autres, mais à qui elle est. Tu as toujours été comme ça, » sourit Martine à travers ses larmes, capable de transformer même les blessures en sagesse. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Sandrine se sentit plus légère qu'elle, ne l'avait été depuis des années. Le chemin de son petit appartement, qui lui avait semblé si long et solitaire autrefois, était maintenant illuminé par un sentiment de plénitude et de but. Elle s'arrêta un moment pour regarder le ciel étoilé. Qui aurait pu prédire que sa vie prendrait un tel tournant à 75 ans, qu'elle trouverait non seulement un nouveau but, mais aussi une nouvelle famille dans ses enfants orphelins, ses étudiants enthousiastes, ses artisans âgés qui partageaient ses passions? Alors que l'exposition connaissait un succès retentissant, les demandes commencèrent à affluer de toutes parts. D'autres musées, des écoles, des centres communautaires, tous voulaient que Sandrine vienne parler de son travail, animer des ateliers, partager sa philosophie. Mais il y eut une invitation qui la toucha particulièrement. Un matin, elle reçut une lettre d'une petite ville côtière où elle avait grandi. L'école locale organisait un programme pour préserver les traditions locales, et ils avaient entendu parler de son travail à Lyon. Ils l'invitaient à revenir, à partager ses connaissances avec les enfants de son village natal. En tenant la lettre, Sandrine sentit un cercle se boucler. Elle n'était pas retournée dans ce village depuis des décennies, pas depuis que ses parents étaient décédés et que la maison familiale avait été vendue. Il y aurait des fantômes là-bas, des souvenirs doux, amers, mais aussi un sentiment de retour aux sources, de transmission d'un héritage qui avait commencé bien avant elle. « Je vais y aller, dit-elle à Maggie le lendemain. Mais j'aimerais que tu viennes avec moi. » Maggie fut surprise. « Moi? Mais pourquoi? » « Parce que, » expliqua Sandrine avec un sourire affectueux, « tu représentes l'avenir de ce que nous faisons ici. Et je pense qu'il est temps que je commence à te transmettre tout ce que je sais, pas seulement les techniques, mais aussi les contacts, les relations, tout ce qui te permettra de poursuivre cette œuvre longtemps après moi. » Les yeux de Maggie s'écarquillèrent. « Vous voulez que je prenne votre suite ? » « Pas tout de suite, » rit Sandrine. « J'ai encore quelques bonnes années devant moi, j'espère. »
Mais oui, un jour, si tu le souhaites. Maggie hocha la tête, trop émue pour parler. Le voyage au village fut comme un retour dans le temps. Sandrine reconnaissait certains bâtiments, en découvrait d'autres qui avaient changé. Elle montra à Maggie la petite maison où elle avait grandi, maintenant habitée par une jeune famille. Elle l'emmena au bord de la mer, où elle avait joué enfant, et lui raconta comment sa grand-mère lui avait appris à coudre sur cette même plage, utilisant le rythme des vagues comme métronome pour ses poings. À l'école, les enfants l'accueillirent, eux comme une célébrité. Ils avaient préparé une exposition de leur propre création textile, inspirée par les articles qu'ils avaient lus sur elle. Une petite fille lui montra fièrement une poupée de chiffon qu'elle avait fabriquée. « Ma grand-mère m'a aidé, » expliqua-t-elle. « Elle a dit qu'elle se souvenait de vous quand vous étiez jeune. Elle a dit que vous faisiez toujours les plus jolies poupées du village. » Sandrine examina la poupée, touchée par ce lien inattendu avec son passé. « Ta grand-mère a une excellente mémoire, » dit-elle, « et elle t'a très bien appris. Cette poupée est magnifique. » Pendant une semaine, Sandrine et Maggie animèrent des ateliers pour les enfants et les adultes du village. Elles apprirent des techniques locales qu'elles ne connaissaient pas et en enseignèrent d'autres qu'elles avaient développées à Lyon. Le dernier jour, la mère du village organisa une petite cérémonie. Elle remit à Sandrine une clé symbolique du village et annonça la création d'un petit musée local qui présenterait de façon permanente certaines de ses créations. « Sandrine Leblanc est peut-être devenue célèbre à Lyon, » déclara-t-elle, « mais elle a appris son art ici, dans notre village, et aujourd'hui, elle nous l'a rapporté, enrichi par ses années d'expérience. C'est ainsi que les traditions survivent, non pas figées dans le passé, mais vivantes, évoluant, se transmettant de génération en génération. » Sandrine, debout aux côtés de Maggie, sentit une émotion profonde l'envahir. Elle regarda la jeune femme qu'elle avait prise sous son aile, puis les enfants du village qui écoutaient avec attention. 3 générations réunies par le fil et l'aiguille, par l'acte simple mais profond de créer et de réparer. En cet instant, elle sut que ce qu'elle avait construit continuerait bien au-delà de sa propre vie. Ce n'était pas seulement un atelier, une technique ou même une philosophie. C'était une chaîne ininterrompue de transmission, un pont entre le passé et l'avenir. De retour à Lyon, Sandrine fut accueillie par une surprise. Monsieur Moreau l'attendait à l'atelier avec une nouvelle proposition. Le ministère de la Culture lance un programme national pour préserver les savoir-faire traditionnels, expliqua-t-il. Ils veulent créer un réseau d'ateliers dans tout le pays, basé sur le modèle que vous avez développé ici. Ils m'ont demandé de vous proposer d'être consultante pour ce projet. Sandrine le regarda stupéfaite. Consultant national? Moi? Qui de mieux? Sourit Monsieur Moreau. Vous avez prouvé que ces compétences peuvent non seulement être préservées, mais revitalisées, que le vieux peut devenir nouveau encore avec la bonne approche. Mais Sandrine hésitait. Je ne sais pas, voyager dans tout le pays à mon âge. Vous n'auriez pas à voyager tout le temps, assura Monsieur Moreau. Beaucoup pourrait se faire par vidéoconférence, et pour les voyages nécessaires, vous pourriez être accompagné, en fait. Il jeta un regard à Maggie qui se tenait non loin. Nous pensions que votre assistante pourrait être impliquée également. Maggie s'avança, les yeux brillants d'excitation. Ce serait une opportunité incroyable, Sandrine. Pensez à tous les artisans que nous pourrions aider à travers le pays, toutes les techniques qui pourraient être sauvées de l'oubli. Sandrine considéra la proposition. Elle pensa à tous ces artisans à travers la France, peut-être comme elle il y a un an, âgés, isolés, sentant leurs compétences devenir obsolètes dans un monde qui valorisait la rapidité et l'uniformité plutôt que la patience et l'individualité. « D'accord, » dit-elle finalement. « J'accepte, mais à une condition. »« Laquelle ?» demanda M. Moreau. « Que nous commencions par les maisons de retraite et les orphelinats. Les personnes qui, comme moi, ont été mises de côté,
considérés comme inutiles, et les enfants qui n'ont jamais eu la chance d'apprendre ces compétences de leurs parents ou grands-parents. Monsieur Moreau hocha la tête, comprenant parfaitement. C'est exactement ce genre de vision qui fait de vous la personne idéale pour ce rôle, Madame Leblanc. L'année qui suivit fut transformative, non seulement pour Sandrine et Maggie, mais pour des centaines d'artisans à travers la France. Le programme du ministère créa des liens intergénérationnels dans des dizaines de communautés, ravivant des techniques presque perdues et en créant de nouvelles qui mélangeaient tradition et innovation contemporaine. Sandrine devint une figure nationale, invitée à des conférences, interviewée par des magazines, même consultée par des marques de luxe qui cherchaient à intégrer des éléments d'artisanat traditionnel dans leur collection. Tout cela aurait semblé absurde à la Sandrine d'il y a 2 ans, celle qui errait invisiblement dans les allées du supermarché, qui se sentait inutile, oubliée. Un jour, alors qu'elle se reposait dans son appartement après un voyage particulièrement intense à Strasbourg, où elle avait aidé à établir un nouvel atelier, sa sonnette retentit. C'était le facteur avec un colis. « Un paquet pour vous, Madame Leblanc, signature requise. » Intriguée, Sandrine signa et ouvrit le paquet une fois le facteur parti. À l'intérieur se trouvait une boîte en bois magnifiquement sculptée. Et dans la boîte, un ours en peluche, non pas neuf, mais visiblement très aimé, réparé plusieurs fois, avec des boutons différents pour les yeux. Une note l'accompagnait. « Chère mamie Sandrine, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. J'étais cette petite fille à l'orphelinat qui a reçu votre premier ours en peluche réparé. J'ai maintenant 7 ans et j'ai été adoptée par une famille merveilleuse l'année dernière. Monsieur Ours m'a accompagnée dans ma nouvelle maison et m'a aidée à être courageuse quand j'avais peur. Mais maintenant, je pense qu'il y a peut-être un autre enfant qui a besoin de lui plus que moi. Pourriez-vous lui trouver un nouveau foyer? J'ai expliqué à Monsieur Ours qu'il va aider un autre enfant comme il m'a aidé. Il comprend. Merci d'avoir réparé non seulement mon ours, mais aussi un peu de mon cœur ce jour-là. Avec amour, Lucie. » Les larmes coulaient librement sur les joues de Sandrine, tandis qu'elle tenait l'ours contre son cœur. Ce petit acte de générosité, un enfant donnant son jouet bien-aimé pour aider un autre, était peut-être le plus beau témoignage de tout ce qu'elle avait accompli. Elle pensa à la chaîne d'événements qui avait commencé ce jour-là, quand elle avait ramassé un ours en peluche cassé dans une benne à ordures. Comment un simple acte de gentillesse, une réparation faite avec amour, avait déclenché une avalanche de changements non seulement dans sa vie, mais dans celle de tant d'autres. Et tandis qu'elle regardait par la fenêtre de son appartement vers l'orphelinat au loin, Sandrine comprit une vérité profonde. Personne n'est jamais vraiment inutile. Parfois, nous avons juste besoin de trouver le bon fil pour nous recoudre, au tissu de la vie. Cette nuit-là, elle commença à réparer l'ours de Lucie, lui donnant un peu d'amour supplémentaire avant qu'il ne parte vers son prochain foyer. Tandis qu'elle cousait, Sandrine murmurait doucement, comme pour elle-même, mais aussi pour tous ceux qui se sentaient mis de côté, oubliés, inutiles. Il n'est jamais trop tard pour être nécessaire, il n'est jamais trop tard pour réparer ce qui est cassé, que ce soit un jouet, une relation ou une vie. Il n'est jamais trop tard pour commencer à tisser quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, avec les fils qui nous restent. Quelques semaines plus tard, Sandrine regardait Monsieur Ours trouver un nouveau foyer dans les bras d'un petit garçon qui venait d'arriver à l'orphelinat. Le cercle était complet. La boucle s'était refermée. Et pourtant, comme tout bon artisan le sait, la fin d'un projet est souvent le début d'un autre. Tandis que le petit garçon serrait l'ours contre lui, les yeux brillants de cette même lueur que Sandrine avait vue dans ceux de Lucie il y a 2 ans, elle sentit une nouvelle inspiration naître en elle. Peut-être était-il temps d'écrire un livre, de documenter ses techniques et ses histoires pour les générations futures, ou peut-être d'étendre le programme aux pays voisins où d'autres traditions attendaient d'être redécouvertes et revitalisées. Quoi qu'il en soit, à 77 ans, Sandrine Leblanc savait une chose avec certitude.
Elle avait encore beaucoup à donner, beaucoup à créer, beaucoup à réparer dans ce monde, et tant qu'elle aurait du fil dans sa bobine et de l'amour dans son cœur, elle continuerait à tisser sa contribution dans la grande tapisserie de la vie. De fil en aiguille, stitch après stitch, jour après jour, c'est ainsi que nous recréons le monde. Un cœur à la fois. Félicitations! Tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.